bienvenue déjà à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit du premier webinaire qui est organisé sous l'égide du nouveau comité de coordination du RFEE, donc le réseau francophone des évaluateurs émergents. Le nouveau comité de coordination a été élu en début 2019 et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir organiser ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je vais vous dire d'abord quelques mots sur le pourquoi de ce webinaire et puis ensuite sur l'organisation du webinaire avant de passer la parole à nos intervenants. Et puis voilà, je salue aussi donc Ibrahima et Mustapha qui sont les deux co-responsables de ce webinaire et c'est eux qui ont œuvré à l'organisation de ce webinaire. Tout d'abord, pourquoi un webinaire sur ce thème? Vous le savez sûrement tous, le réseau francophone de l'évaluation, qui est notre organisation mère, a lancé un appel à soumission pour le FIF, le Forum international francophone de l'évaluation, qui aura lieu en novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'est un des objectifs du RFEE de promouvoir la participation des jeunes évaluateurs à ce genre de conférences. Donc, c'est pourquoi on a souhaité organiser un webinaire sur ce thème pour vous encourager à soumettre des résumés et à participer à cette conférence à Ouagadougou. Quelques mots sur l'organisation de ce webinaire. Donc, les vidéos et les micros des participants sont bloqués. C'est uniquement les intervenants qui pourront prendre la parole, mais je vous invite à poser vos questions par le biais du chat. Il y a l'icône du chat qui se trouve en bas de votre écran. Et vous pourrez donc poser vos questions et nous les retransmettrons après à la suite des interventions aux intervenants pour qu'ils puissent vous y répondre en quelques mots. Donc le programme de ce webinaire va se passer comme suit. Tout d'abord, Benoît Gauthier nous parlera du FIF et de comment soumettre en fait un résumé qui fasse sens, quels sont les critères à respecter, quelles sont les astuces. Et il y aura aussi après une période de questions. Et ensuite, nous aurons deux évaluateurs émergents, Kenza Benani et puis Saturnin Zoetiande, qui vont nous partager eux aussi les expériences qu'ils ont faites en tant qu'évaluateurs émergents avec la soumission de résumés. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Benoît. Benoît Gauthier, donc, il a été président de la Société canadienne d'évaluation et vice-président du réseau francophone de l'évaluation. Il fait actuellement partie du comité de programme du FIF. Et donc, nous sommes vraiment ravis de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et Benoît, je te passe la parole et je te laisse aussi partager donc, ton écran pour que tu puisses partager ta présentation avec les participants. Merci beaucoup. Pardon, je vous remercie. Je partage mon écran tout de suite. Voilà, j'essaie de prendre la présentation. Je suis honoré d'être parmi vous ce matin pour moi, cet après-midi pour vous, en tant que vice-président du réseau francophone de l'évaluation et peut-être un peu aussi à cause de la couleur de mes cheveux et de l'expérience que j'apporte à l'événement qui est très important pour moi. Étant sur la voie de sortie, je trouve important d'appuyer ceux et celles qui sont sur la voie d'entrée. Et je suis heureux de pouvoir parler à 50 d'entre vous ce matin. On va demander de parler de la présentation d'une proposition percutante. Vous pouvez vous demander pourquoi vous devriez m'écouter ce matin. J'ai mentionné peut-être dans un premier temps parce que j'ai un peu d'expérience dans la chose, parce que ça fait 35 ans que je suis dans le métier, mais aussi peut-être un peu plus parce que c'est votre pouvoir. Je suis co-responsable du comité de programme du FIF 2019 et donc j'ai eu le plaisir d'avoir un petit peu de pouvoir et
d'influence sur le programme à venir du FIF. Ceci dit, avec un clin d'œil. La préparation du programme du FIF et de tout le FIF, le troisième qu'on organise, est une chose compliquée. Les propositions qui viennent du monde de l'évaluation francophone sont extrêmement importantes. Un certain nombre de présentations seront commandées par le comité de programme, mais la plupart seront offertes par des évaluateurs et des évaluatrices comme vous. Donc, j'espère qu'on pourra faire une grande place aux évaluateurs émergents, même si les mêmes critères seront utilisés pour analyser, évaluer les présentations des évaluateurs, évaluatrices et émergentes que celles des autres évaluateurs et évaluatrices. Donc, je vous suggère de faire fort attention à la préparation de votre proposition. Je vous suggère 4 pistes pour faire en sorte d'avoir une proposition percutante, sinon gagnante. Et les 4 pistes sont les suivantes. Je vais les reprendre plus en détail dans les prochaines minutes. D'abord, être pertinent. Et je vous dirai qu'être pertinent ou être pertinente, ça veut dire s'attacher au thème du forum, être bref et brève, parce que, d'une part, le formulaire de proposition ne vous permet pas de ne pas l'être, mais aussi parce que vous devez prendre en compte que les personnes qui vont lire vos propositions vont en lire plusieurs et vont vouloir que vous alliez au fait. Troisièmement, être clair. Je vous donnerai un certain nombre de pistes à cet égard. Et finalement, être intéressant et intéressante. Ce dernier point traite de vous plus que de votre proposition et je vais vous suggérer un certain nombre de moyens d'assurer de vous présenter sous votre meilleur jour. Donc, je reprends ces 4 principes. Être pertinent, c'est d'abord s'attacher au thème. Et vous voyez au haut de cette capture d'écran l'URL vers le thème du FIF 2019, qui est l'évaluation au profit de qui et avec quelle valeur. Ce thème est le fondement de toutes les décisions qui seront prises par rapport aux présentations qui seront acceptées. Donc, je vous suggère, je vous demande de lire le texte qui explique de quoi le FIF traitera et de vous assurer qu'il soit clair que votre présentation se rattache à ce thème. Plus encore, il y a 6 sous-thèmes au thème du FIF. Ces 6 sous-thèmes sont d'ailleurs imposés dans le formulaire. Vous devez choisir auquel de ces 6 sous-thèmes votre présentation se rattache. Et il existe une note descriptive pour chacun des sous-thèmes qui, sur 2 pages, explique ce qui sera discuté dans chacun des sous-thèmes. Donc, vous devez choisir le sous-thème auquel se rattache votre présentation, mais vous devez vous assurer que votre présentation est donc pertinente pour le sous-thème. Et pour vous aider, à l'intérieur de ce document d'appel de soumission qui est perlié sur cette page, vous verrez pour chacune des 2 pages une série de questions à débattre. Je vous suggère fortement de vous rattacher à au moins une de ces questions et de l'indiquer dans votre résumé. Vous avez l'intention de présenter tel ou tel sujet qui apportera une partie de la réponse à telle question qui est identifiée dans le sous-thème. Ça vous assure dès lors de la pertinence de votre présentation et ça rassure le lecteur quant à la pertinence, encore une fois, quant au rattachement de votre proposition au thème général du FIF.
Le deuxième angle, c'est la brevité, la brièveté, et je vous suggère 5 façons de vous assurer d'être bref. Déjà, le formulaire vous limite à quelque chose comme 270 mots pour la présentation de votre proposition et 140 mots pour la présentation de vous-même comme présentateur. Donc, vous avez la nécessité d'être bref. Mais être bref, c'est, outre respecter les limites et même faire plus court, si vous êtes capable, que les limites imposées, c'est aussi se centrer sur l'essentiel de votre argumentaire. Je ne sais pas si ce que je veux dire, c'est une expression québécoise ou non, mais pas de flafla. Pas de fioriture, aller à l'essentiel, ne traiter que de ce qui est nécessaire pour comprendre votre sujet. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas surexpliquer votre sujet et qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez dire au lecteur de votre proposition. Écrivez pour le lecteur. Ça sera un point sur lequel je reviendrai plus tard. Si vous êtes en mesure de le faire, essayez d'écrire une histoire. De qui allez-vous parler, de quoi allez-vous parler, ce dont vous allez parler, ça se passe où, ça se passe quand, et pourquoi est-ce que moi, je serais intéressé à écouter ce que vous avez à dire. Quelle est la trame dramatique de votre présentation? C'est pas toujours applicable, mais lorsque ça l'est, si vous êtes capable d'écrire une histoire, tant mieux. Une histoire très courte, encore une fois, 270 mots ou quelque chose comme ça, mais si vous êtes capable de présenter la chose comme une histoire, comme une courte nouvelle, tant mieux. Rappelez-vous que vous écrivez non pas pour vous-même, non pas même pour la personne qui vous écouterait une fois que vous seriez à Ouagadougou, mais vous écrivez pour la personne qui va décider du sort de votre présentation. Donc, pensez au lecteur et à la lectrice de votre proposition. Relisez-vous en vous disant, cette personne-là ne connaît pas mon sujet, en tout cas pas aussi bien que vous, puisque c'est votre sujet. Cette personne-là ne me connaît pas. Je dois convaincre cette personne-là que ce que je vais présenter est à la fois pertinent et intéressant. Donc, pensez au lecteur dans votre présentation. Et écrivez à la troisième personne. N'écrivez pas au je, n'écrivez pas au nous, écrivez au il, écrivez à la troisième personne. Saturné présentera tel thème, etc. Et la raison pour écrire à la troisième personne, c'est d'abord de vous dégager personnellement de votre texte, mais c'est aussi parce que votre texte sera repris pour publication dans le programme du FIF si vous avez le plaisir d'être sélectionné. Que dans le programme, il est préférable que tout soit présenté à la troisième personne. Donc, c'est encore une fois l'idée de simplifier le travail pour le lecteur et les organisateurs et organisatrices. Le troisième facteur, la troisième dimension à laquelle il faut faire attention, c'est la clarté. Alors, pour être clair, j'ai 8 suggestions de cet égard. Clarifiez rapidement dans votre texte, quelle est la valeur ajoutée de votre présentation? Qu'est-ce que vous allez apporter que d'autres n'apporteront pas? Qu'est-ce que vous allez apporter qui est nouveau? Qu'est-ce que vous allez apporter qui sera une réponse à une question qui a été soulevée dans le cadre de la préparation du programme du FIF? Deuxièmement, être clair, c'est aussi faire des phrases complètes et vérifier que les phrases se tiennent tant syntaxiquement que grammaticalement. Je dois vous avouer que comme lecteur de travaux universitaires, mais comme lecteur aussi de nombre de propositions de présentation, je suis mal disposé lorsque je lis un texte qui est mal construit, où les phrases sont incomplètes, il manque un verbe, il manque un sujet, ou alors la syntaxe ne sont pas respectées. Donc,
un peu de travail pour s'assurer que le français est correct et que les phrases sont complètes. Éviter les puces, éviter le point de forme et les puces pour, encore une fois, vous assurer de la clarté de votre propos. Utiliser la voix active plutôt que la voix passive, donc éviter le verbe être, éviter le verbe avoir et utiliser des verbes qui sont actifs pour donner du dynamisme à votre présentation. Assurez-vous que les liens soient logiques d'une phrase à l'autre. Ne sautez pas du coq à l'âne dans la présentation. Encore une fois, c'est très court, hein? C'est peut-être 10 phrases, votre présentation, mais assurez-vous que le tout se tient logiquement. Le lecteur de ces, et les lecteurs de ces propositions vont en lire beaucoup même s'ils donneront l'attention requise à chacune de ces présentations, de ces propositions, la personne qui va présenter une proposition qui est facile à aborder, claire, compréhensible du premier abord, aura de meilleures chances que celle qui a une présentation qui exige un travail additionnel de la part du lecteur. Utiliser des marqueurs d'idées lorsque c'est pertinent, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Structurer votre texte de façon à ce que le lecteur puisse facilement suivre la progression de vos idées. Écrivez pensant à une autre culture. J'ai illustré ce point. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant que je suis impliqué au sein du RFE. Je suis d'origine canadienne. Je suis donc plongé dans un système politique et administratif différent du système français parce que notre tradition est britannique. Certaines institutions qui semblent être connues tous, mais étaient totalement inconnues. Par exemple, j'ai appris ce qu'était la Cour des comptes. Ça n'existe pas chez moi. Et j'entendais parler de Cour des comptes et j'ai dû prendre un certain recul à un moment donné et dire, écoutez, de quoi s'agit-il? Parce que toutes les cultures ne possèdent pas les mêmes institutions, ni les mêmes prérequis, les mêmes bases. Donc, écrivez en pensant à la culture. Si vous écrivez sur votre système administratif, assurez-vous d'utiliser des termes génériques plutôt que spécifiques. Si vous écrivez sur votre culture évaluative, assurez-vous que les termes qui sont utilisés sont connus en dehors de votre propre culture évaluative. Alors, écrivez donc pour une autre culture. Et une façon de vous assurer que vous êtes compréhensible, c'est de faire une relecture de votre travail par un non-initié. Ça pourrait être votre soeur, votre frère, votre père ou votre mère, ou peu importe, un collègue, mais un collègue non-évaluateur. Faites faire une relecture par un non-initié. Assurez-vous que ce non-initié est capable de comprendre ce que vous tentez d'expliquer. Demandez à ce non-initié de vous redire ce qu'il a compris de votre présentation et assurez-vous que ce non-initié est à même de comprendre votre exposé. Et finalement, nettoyer ce qui n'est pas essentiel. Une fois que vous pensez que vous avez complété, retournez et élaguez. Gardez vraiment ce qui est essentiel. Quatrième idée, être intéressant, et je vous ai dit, je traite ici de vous-même. Vous devez présenter une biographie brève de 140 mots. Concentrez-vous sur les choses importantes. D'abord, les formations et les expériences qui sont pertinentes à votre sujet. Si vous êtes ingénieur en aéronautique, c'est peut-être intéressant, mais peut-être pas pertinent à votre sujet. Alors, concentrez-vous sur ce qui est pertinent à votre sujet et qui démontre que votre expérience vous permettront d'articuler une argumentation intéressante par rapport à votre sujet. Mentionnez, même si ça ne semble pas être directement pertinent à votre sujet, mentionnez vos contributions aux associations nationales d'évaluation ou autres groupes professionnels en évaluation.
parce que le RFE est une association d'associations nationales et que nous valorisons l'implication des membres dans la discipline. Et donc, même si ce n'est pas un critère explicite, on a tout intérêt à faire en sorte que les gens qui sont impliqués continuent à se sentir valorisés. Et finalement, dans la mesure du possible, démontrer votre engagement par rapport à l'évaluation. Quelle sorte de relation avez-vous vous-même avec l'évaluation et comment entrevoyez-vous votre avenir en évaluation? Tout ça en 140 mots. D'accord, c'est court, mais en ordre d'importance, commencez par démontrer la pertinence de votre formation et de votre expérience et comment il contribue à votre sujet. Et ensuite, vos contributions et votre engagement par rapport au monde de l'évaluation, qui sont des avantages, sinon des points décisifs, au moins des avantages par rapport au sort de votre présentation. Voilà, Marion, ce que j'avais à dire sur le sujet. Je serais heureux de répondre à un certain nombre de questions maintenant. J'ai mentionné à Marion hier que je ne pouvais pas rester avec vous longtemps ce matin. J'ai bu une bouteille de sirop contre la toux avant de commencer pour être sûr de pouvoir faire le quart d'heure de présentation que j'avais à faire. Mais je sens que le toux est sur le bord de reprendre le dessous. Alors, je vais faire un plaisir de répondre à vous maintenant dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Benoît. C'était une présentation très intéressante. Je vous invite donc tous les participants à poser vos questions soit via le chat, soit via le questions et réponses, l'icône questions et réponses en bas de votre écran. Je vais peut-être commencer avec une question qui, moi, m'intéresse. Et puis, voilà. Tu as dit, Benoît, de parler de nos expériences pertinentes et de nous vendre en 140 mots. Comment trouver un équilibre entre la modestie et puis quand même mettre en avant nos expériences pertinentes? Nous sommes des jeunes évaluateurs, c'est clair que nous n'avons pas énormément d'expérience. Voilà, comment trouver cet équilibre pour ne pas se vendre plus cher que l'on ne l'est? La modestie n'a pas de lieu d'être ici, Marion. Et c'est peut-être que ça choque vos valeurs suisses, mais vous devez, ici, vous êtes en mode vente. Ici, vous devez vous assurer que tout ce qui vous avantage soit de l'avant. Mais j'ai insisté sur le mot pertinent. Que vous soyez ceinture noire de karaté, c'est sans doute important pour vous, mais peut-être pas pour la pertinence de votre sujet. Donc, mettez de l'avant absolument sans aucune limite, sans contrainte, tout ce qui est pertinent pour vous et qui fait que vous êtes une personne qu'on veut entendre par rapport à ce sujet, mais concentrez-vous sur ce qui est pertinent. Alors, oubliez la modestie. Et dans le chat, il y a quelques questions qui sont posées par rapport aux contributions antérieures que les évaluateurs émergents pourraient avoir faites dans d'autres conférences ou avec leurs associations nationales d'évaluation. Est-ce que ça, c'est des expériences, des contributions qu'il faut mettre en avant? Oui, absolument. Le fait d'avoir déjà présenté dans un autre forum, dans un congrès national, un colloque, c'est certainement des expériences pertinentes. Le fait d'avoir une expérience pertinente, le fait de participer à la gestion de son association nationale, d'être chargé de dossier, ce sont des questions pertinentes. Comme je vous l'ai dit, même si ce n'est pas un critère explicite, le fait que le présentateur s'implique dans sa profession est une démonstration, mais un gage de professionnalisme et un gage de
qualité du résultat parce que la personne voudra s'assurer que sa présentation contribuera à sa progression professionnelle. Donc, oui, absolument. Mhm. Et est-ce que, Benoît, tu pourrais revenir à travers un exemple sur les critères de pertinence et de clarté relatifs à la proposition? Ben, pour ce qui est de la pertinence, je pense que ce qui est essentiel, c'est de lire le thème du forum et de choisir correctement le sous-thème qui est pertinent pour votre présentation. Une fois que vous avez, ou alors faire l'inverse, hein, de lire les sous-thèmes et de vous dire, je suis capable de participer à ce sous-thème-ci, que ce soit la professionnalisation, l'institutionnalisation, les OPD ou autrement. Donc, il y a un thème qui vous parle, à vous ensuite de dire, mais quelle serait ma contribution possible dans ce sous-thème? Et inspirez-vous des questions qui sont inscrites dans le document de préparation du congrès que que je vous ai présenté à l'écran tantôt. Chacun des 6 sous-thèmes comporte un certain nombre de questions, 3, 4, 5, 6 selon les cas. Ancrez-vous à une de ces questions et ça assurera la pertinence. Et faites-le explicitement dans votre présentation. Ma présentation traitera de la question 3, inscrite sous le sous-thème 4 du programme. De cette façon-là, le lecteur sait d'emblée qu'il n'a pas à remettre en question la pertinence de cette présentation. Sur la brièveté, les limites vous êtes imposées. Ce qui est le plus important, c'est bien évidemment, vous pouvez aller au-delà des limites. Technologiquement parlant, vous ne pouvez pas aller au-delà des limites. Donc, la question ne se pose pas. Mais de 270 mots, il y aurait 270 mots qui traitent de votre sujet. Et c'est pourquoi je dis écrivez un premier jet, retournez et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire cette phrase ou est-ce que je peux dire cette phrase en 8 mots plutôt qu'en 18? Est-ce qu'il y a des mots dans l'essentiel? En fait, je fais référence à des techniques de consultation, des techniques de retourner à son premier jet et de s'assurer que tout ce qui est là est vraiment pertinent. D'accord, merci. Et si l'évaluateur n'a jamais participé à un colloque, que mettre en avant dans ce genre de cas? Ben, vous avez quand même fait autre chose dans votre vie. Vous avez étudié, vous avez peut-être fait des présentations dans d'autres contextes que des colloques. Vous avez organisé d'autres types d'événements. Mais si l'organisation, si la partie présentation, ce n'est pas quelque chose que vous avez dans votre CV, dans votre expérience personnelle. Alors, rebattez-vous sur votre formation et sur votre expérience professionnelle dans la mesure où vous en avez. Et encore une fois, en mettant l'accent sur ce qui est pertinent. Vous avez étudié dans un domaine qui vous permet de parler avec une certaine autorité du sujet que vous voulez avancer, tant mieux, mettrez ça de l'avant. Mm-hmm. Et au niveau pratique, sur le site du FIF, comment après soumettre son résumé? Pardon. Pardon. Le sirop commence à faire son effet. Sur le site du FIF, ben, écoutez, je vais repartager mon écran. Non, je ne peux pas. Mais ça va. Donc, si, Marion, tu peux y aller toi-même sur le site du FIF, RF Évaluation. .org. Il y a un onglet et à l'intérieur, on va voir ça ensemble, sous peu. Un onglet programme. Est-ce que tu préfères que je le fasse? Ouais, peut-être j'arrête de partager mon écran et tu peux prendre la main.
C'est pas la température qu'il y a aujourd'hui chez moi. Là, Voilà, là, tout est contagieux à distance. voilà, même à quelques milliers de kilomètres de distance. Il y a donc, le site c'est rfévaluation ou rfevaluation.org et il y a un onglet FIF 2019. Le FIF 2019 nous amène à appel de soumission. Je pense que je peux bien me dérouler. Est-ce que je vais jusqu'en bas? Non, je vais plutôt aller vers le lien, proposer des interventions. Il y a 3 types d'interventions. On peut proposer une affiche que je pourrais mentionner euh, pour les émergents, c'est peut-être plus facile d'accès, mais je reviens là-dessus. Donc, on peut y présenter un forum ou un exposé, un atelier ou une affiche. Dans les 3 cas, sous cette description, il y a un lien vers le formulaire. Donc, je ne l'ouvre pas, mais chaque formulaire est une seule page qui présente l'ensemble des questions auxquelles il faut répondre, votre identification évidemment, le thème ou le sous-thème auquel se rattache votre proposition, et ensuite une zone pour le résumé, une zone pour votre présentation de vous-même. Il est bon de rappeler que les affiches sont une forme plus légère de participation, mais plus accessible de participation aussi. Une affiche n'exige pas de faire une présentation orale, elle exige de synthétiser sur un visuel de la taille est prédéfinie, là, de 1 mètre par 80 cm, de quelque chose comme ça, de synthétiser visuellement le sujet donc sur une seule feuille qui est affiché publiquement, et pendant le FIF, il y aura une période où les participants, les délégués seront appelés à étudier les affiches, poser des questions un à un avec les présentateurs d'affiches, présentatrices d'affiches. Je pense, je ne vais pas m'avancer trop, mais je pense qu'on a prévu un concours d'affiches avec un prix pour la meilleure affiche. L'accès aux affiches est plus facile que l'accès aux présentations pour pas seulement pour un émergent, parce que l'affiche n'exige pas de temps, exige un peu d'espace, mais pas de temps dans l'organisation du programme du congrès. Alors, considérez cette possibilité-là. Si vous n'avez pas d'expérience de présentation, l'affiche est une option qui est peut-être plus accessible et qui est aussi valable sur le plan de la promotion des idées et de la promotion professionnelle. D'accord, merci. Une dernière question. Les sous-thèmes proposés se rapportent beaucoup à l'espace francophone en général. Est-ce qu'il est aussi pertinent de focaliser son attention sur la situation concrète du pays duquel vient l'évaluateur émergent ou l'évaluatrice émergente? Oui, oui, tout à fait. On parle de l'espace francophone parce que le RFE, la portée du RFE est l'ensemble de l'espace francophone, mais chaque présentateur et présentatrice peut fort bien parler de son espace francophone à lui ou à elle, national ou autrement, ça sera à l'ensemble des délégués de discuter de l'applicabilité de ce qui est présenté à d'autres contextes. Chaque présentateur et présentatrice n'est pas responsable de faire une présentation sur l'ensemble de l'espace francophone, absolument pas. Ce n'est pas l'intention. L'intention, en fait, c'est d'apprendre tous de tous et donc que chacun arrive et chacune arrive avec une information et une argumentation qui soit ancrée dans son vécu, dans sa connaissance et qui soit ensuite applicable pour d'autres. Très bien. Alors, merci beaucoup, Benoît, pour ces questions. On va continuer dans notre programme avec les interventions de Kenza et de Saturnin.
Donc, merci d'avoir participé à cette conférence malgré l'atout. J'espère que le sirop est quand même bon et que c'était une... Le sirop n'est pas très bon, mais il y en a une autre bouteille quelque part. Merci beaucoup, Marion. Au revoir. Merci beaucoup et à bientôt. Et donc, pour tous les participants, le délai pour la soumission des résumés est le 30 juin, si je ne me trompe pas. Donc, Oui. voilà, n'hésitez pas à vous balader sur le site du FIF pour regarder un peu les différents critères, les différents thèmes qui ont été annoncés par Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Voilà. À bientôt. Je vais passer la parole maintenant à Kenza Benani. Kenza Benani est originaire de Casablanca. Elle fait actuellement partie du comité de coordination du RFEE. Elle est chargée d'évaluation des politiques publiques de développement international au sein du ministère des Affaires étrangères français à Paris. Et elle est également cofondatrice du groupe de travail des jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes de la Société française d'évaluation, la SFE, donc très active pour les jeunes évaluateurs. Elle a aussi déjà eu des expériences du coup de participer à certaines conférences et c'est sur ces points qu'on a souhaité qu'elle participe à ce webinaire pour avoir un peu un partage d'expérience avec tout le monde, de jeunes évaluatrices à jeunes évaluateurs et évaluatrices. Donc, merci Kenza d'être avec nous et je te passe la parole. Merci Marion, c'est avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de voir qu'on a énormément de monde dans le public. C'est intéressant aussi de voir que certains d'entre vous se posent des questions qu'on s'est nous-mêmes posées, enfin qu'en tout cas moi, en tant que jeune évaluatrice émergente, je m'étais moi-même posée avant d'assister à ma première conférence en me disant mais est-ce qu'un jeune évaluateur émergent peut vraiment soumettre un résumé qui serait accepté? Donc à ma grande surprise, le cas. Donc, l'idée ici, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur la manière que je recommanderais pour procéder, en fait, pour vraiment vous préparer et rédiger quelque chose qui puisse être accepté, sachant qu'il n'y a pas vraiment de secret. Ça nécessite de la pratique, mais en tout cas, voilà, je vais partager avec vous quelques éléments et j'espère que ça vous aidera à vous préparer pour éventuellement voilà, avoir un résumé accepté au FIF et donc y assister. Du coup, je dois juste partager ma présentation, partager à l'écran, j'espère que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Oui, on voit, voilà, c'est parfait. Vous voyez bien? Ok, parfait. Ok, très bien. Donc, du coup, soumettre un résumé, même si je suis un évaluateur émergent, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai de bonnes chances ou pas de voir mon résumé accepté? C'est souvent une question qu'on se pose quand on débute dans ce métier et ça peut paraître très intimidant quand on regarde les programmes des conférences qui sont proposées par des associations nationales ou régionales et quand on regarde aussi l'expérience, souvent l'expérience professionnelle qu'ont les intervenants le plus souvent affichée dans les programmes, on se dit, mais en fait, c'est beaucoup trop tôt pour moi, ou je ne vais pas savoir faire, ou je ne comprends pas très bien comment procéder. Donc, ça peut paraître intimidant. En fait, je pense que c'est plus simple qu'on le croit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la tâche au sérieux. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la méthode, ça demande de la discipline, mais c'est plus simple qu'on le croit et il est vraiment possible, même lorsqu'on est un évaluateur émergent, de soumettre un résumé qui soit accepté, qui porte sur des retours d'expérience et un vécu professionnel ou sur une évaluation, une étude que vous avez menée très précisément avec une méthodologie dans un domaine donné. Donc, voilà, c'est plus simple qu'on le croit et surtout, ça s'apprend et ça se systématise. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Plus vous lirez d'exemples de résumés dans des programmes officiels de conférences d'associations nationales ou régionales d'évaluation, plus vous saisirez les opportunités à chaque conférence de travailler sur des résumés et de les soumettre, et plus en fait vous aurez de l'expérience et plus vous allez acquérir en fait des mécanismes automatiques et des choses un peu systématiques qui vont vous permettre de vous améliorer. Mais en tout cas, c'est un exercice qui se systématise et donc l'objectif pour moi, ça va être de vous présenter une démarche. Mais avant ça, peut-être juste un mot, un résumé, c'est quoi? Non pas pour vous définir ce qu'un résumé exactement, mais plutôt pour vous dire un résumé, c'est quoi dans le sens, quel est l'enjeu pour moi de soumettre
un résumé. En fait, dans le cadre d'une conférence, lorsqu'il y a un appel à contribution, votre résumé, c'est un peu un outil de vente. En fait, à travers cet outil, vous vous vendez en tant que jeune professionnel, mais vous vendez aussi vos idées aux organisateurs de la conférence et notamment au comité de programme qui va revoir les résumés pour sélectionner ceux qui lui semblent être les plus intéressants pour confectionner un programme pertinent par rapport au thème. Et aussi, c'est un outil de vente par rapport aux participants, parce que si votre résumé est accepté, il sera affiché dans le descriptif du programme et ce sera l'outil à partir duquel vous pourrez attirer des participants qui viendront assister à votre présentation. Donc, ce n'est pas un texte à prendre à la légère, c'est un outil qui doit vous permettre de convaincre et de persuader. Deuxièmement, un résumé, c'est aussi un prérequis pour obtenir un financement quand on est évaluateur émergent. La plupart des organisateurs de conférences proposent en fait des bourses et essaient de démarcher des bailleurs de fonds pour avoir un budget de manière à pouvoir octroyer des bourses à des évaluateurs émergents qui pourraient venir assister pour la première, deuxième ou troisième fois de leur carrière à une conférence internationale. Et souvent, le plus souvent, voire même quasi automatiquement, la bourse n'est octroyée que si vous avez un résumé qui a été accepté. Ce qui signifie donc, encore une fois, pas un exercice à prendre à la légère, c'est un texte qui vous permet de vous faire connaître et de vous positionner dans un espace professionnel en tant qu'évaluateur émergent. C'est un texte qui vous permet d'attirer du monde à votre présentation et donc de rencontrer, de réseauter, de rencontrer des professionnels de votre milieu, mais aussi peut-être d'enrichir vos réflexions à partir des remarques qui pourront être faites en séance sur votre présentation. Et ensuite, un résumé, c'est important parce que souvent, c'est la clé pour votre présence effective à la conférence. C'est à partir du résumé que vous pouvez déclencher une demande de bourse, à partir du résumé accepté. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se donner les moyens de performer et prendre le temps de bien le faire, de bien le rédiger. Du coup, le retour d'expérience que je vais vous faire là est basé sur mon expérience tout simplement, puisque il y a bientôt un an, un peu moins d'un an maintenant, j'avais pour la première fois entendu parler d'une conférence internationale, de la Société européenne d'évaluation, qui s'est tenue en Grèce en octobre 2018. Ça faisait peut-être un an et demi, même pas un an et demi en fait au moment où j'ai soumis mon résumé, ça faisait un an que j'avais rejoint donc la profession de l'évaluation, le domaine de l'évaluation, et je n'y croyais pas trop, mais j'ai quand même décidé de soumettre un résumé et ça a fonctionné. Donc c'est pour vous dire en fait que le retour d'expérience que je vous fais là, je vous le fais sur la base de réflexes que j'ai développés en fait en cherchant un peu sur internet au moment où je préparais mon premier résumé, en me disant mais de toute façon je n'ai pas suffisamment d'expérience, il y aura forcément de meilleurs apports que les miens, et finalement ça a fonctionné même si je ne m'y attendais pas. Donc c'est aussi un peu pour vous motiver, vous rassurer, vous encourager. Il y a un début à tout et il faut commencer le plus tôt possible si vous êtes intéressé par le fait d'assister à des événements de type conférence ou d'évaluation. Il faut commencer à préparer des résumés, à les soumettre, et c'est à force de le faire que vous progresserez. Donc mon retour d'expérience à la fois sur ce que j'ai pu faire pour la conférence de la Société européenne d'évaluation, mais aussi pour celle de la Société africaine, de l'Association africaine d'évaluation, qui est tenue à Abidjan en mars dernier, pour laquelle j'avais aussi soumis donc des résumés. Donc, ce que je vais vous dérouler là, en fait, à partir des slides à l'écran, c'est une démarche qui s'articule en 4 étapes et qu'on peut adopter, en fait, assez facilement pour systématiser la préparation du résumé. À savoir que c'est une démarche qui se veut un peu générique, mais qui n'est ni exhaustive ni prescriptive. J'ai essayé de penser à un certain nombre de choses, mais vous trouverez peut-être des éléments à rajouter. Je pense que je recouperai pas mal de points que Benoît a exposés plus tôt, mais il a aussi partagé avec vous des éléments auxquels je n'avais pas forcément pensé ou que son expérience en fait lui donne la possibilité de partager. Du coup, je pense que voilà, pour vous, c'est intéressant de voir ce qui est nouveau et que vous pouvez choisir de retenir ou de ne pas retenir parce que c'est pas du tout prescriptif non plus en fait ce que je vous propose là, c'est simplement la manière dont moi j'ai procédé. Donc, vous restez libre de l'appliquer dans son intégralité ou en partie. Du coup, c'est une démarche en 4 étapes qui, pour moi, doit vraiment débuter d'abord, comme le disait Benoît, par une analyse du contexte, de manière à ce que vous puissiez respecter les attendus de la conférence. Chaque conférence est cadrée par un comité de programme avec un thème
il y a des attendus très précis pour la soumission de résumé. Donc, c'est important de commencer par ça. Ensuite, le deuxième point que je défends avec vous, c'est ce qui est relatif à la définition de la nature de votre contribution. Votre contribution, elle répond à quoi, à quel objectif, elle s'inscrit dans quel sous-thème et elle se veut comme une contribution sous quel format. Que ce soit une affiche, que ce soit une intervention dans le cadre d'un forum, etc. Ensuite, je vous parlerai de la troisième étape. Une fois que vous avez analysé le contexte et choisi un peu la nature de votre contribution, comment vous rédigez un texte qui soit structuré et percutant. On est sur souvent des modalités de soumission qui réduisent énormément le nombre, enfin qui donnent en fait un nombre de mots limité. Donc c'est très important d'utiliser en fait l'espace qui vous est réservé pour proposer à très très bon escient. Et enfin, la dernière étape, ce serait, une fois que vous avez fait tout ça, de cadrer toujours votre travail avec une liste de contrôle. Donc moi, je vous proposerai une série de points clés en fait, à vérifier en fin de processus. Libre à vous d'en rajouter d'autres, tirés de la présentation de Benoît ou d'ailleurs. Voilà. Et sachez aussi qu'il y a sur Internet beaucoup de ressources. Si vous tapez sur Google différentes combinaisons de mots, comment rédiger un bon résumé pour une conférence, par exemple, vous trouverez aussi des notes de sites Internet qui vous permettent en fait peut-être d'enrichir encore plus ce que vous aurez appris aujourd'hui à travers ce webinaire et d'avoir une vision vraiment exhaustive et complète de tout ce que vous devez pouvoir prendre en compte. Alors, du coup, le premier point, ça reprend énormément ce que Benoît disait tout à l'heure, mais c'est vraiment essentiel. Pour chaque conférence, il faut absolument vous prendre le temps, vraiment le temps. Quand je dis le temps, c'est une bonne heure et demie, pour vous documenter sur l'organisation qui organise la conférence, sur la conférence en elle-même et sur les attendus de ses organisateurs. C'est vraiment important parce que il faut pouvoir vous inscrire en fait dans le cadre de ce contexte de manière très intelligente quand vous soumettez votre résumé. Donc pour le fiche, ça veut dire effectivement, comme le disait Benoît, que vous allez aller sur le site internet du RFE. Déjà peut-être parcourir, si vous ne connaissez pas cette organisation régionale ou plutôt transnationale, vous parcourir un peu, comprendre en fait ce que c'est que le RFE, quelles sont les valeurs et la philosophie qui sous-tendent ce réseau, assez rapidement. Et ensuite, vraiment passer du temps sur la partie du site internet du RFE qui est dès 2019, sur laquelle vous avez une présentation générale du thème et sur laquelle vous avez un certain nombre de consignes sur les attendus. Ensuite, comme Benoît, je vous renvoie aussi au descriptif des sous-thèmes qui ont été proposés par le comité de programme. La note en fait qu'il vous a montrée tout à l'heure est très détaillée, elle fait 20 pages, c'est un document PDF qui est extrêmement bien construit. Je l'ai parcouru là, je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Et pour chacun des sous-thèmes, il va vous rappeler très précisément les objectifs du sous-thème. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sous-thème? Qu'est-ce qu'on a pour objectif de débattre dans le cadre de sous-thème? Et pourquoi est-ce que ce sous-thème est important pour les débats sur l'évaluation aujourd'hui? Et il va aussi vous rappeler les grandes questions auxquelles un résumé pourrait répondre dans le cadre de ce sous-thème. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien le lire, de bien vous en imprégner pour voir un peu comment vous pouvez vous situer par rapport à ce qui est attendu par le comité de programme. Et ensuite, je vous invite aussi, comme le disait Benoît, à vérifier aussi les modalités de soumission des résumés. Il y a 3 formulaires de soumission en ligne, en fait, pour les ateliers de perfectionnement, pour les affiches et pour tout ce qui est forum, récit, exposé. Et il y a des petites différences d'une modalité à l'autre, donc d'un format à l'autre. Donc, bien vérifier les modalités de soumission, le nombre de mots pour le résumé. Est-ce qu'on vous demande une biographie ou pas? Quelle est la longueur de cette biographie attendue, etc. Alors, donc ça, c'était pour le premier point. Donc, dans la démarche, en début de démarche, la première chose, c'est vraiment de vous imprégner du contexte. L'organisation qui organise, la thématique retenue pour l'édition de la conférence et les sous-thèmes et les modalités de soumission. Ensuite, une fois que vous avez un peu analysé ce contexte, vous allez vous recentrer sur vous-même pour mener une autoréflexion et vous dire mais qu'est-ce que je pourrais identifier dans ce que j'ai fait auparavant, dans mes activités bénévoles aujourd'hui auprès d'associations nationales ou régionales d'évaluation.
qu'est-ce que j'ai pu faire qui pourrait donner lieu à une contribution, comment est-ce que je peux identifier un sujet pertinent pour un sous-thème, et surtout, quel est le format le plus malin à retenir pour moi qui suis évaluateur émergent, et pour moi qui est tel ou tel sous-thème, en fait, en fonction du sujet choisi aussi pour votre contribution. Peut-être que la fiche sera plus appropriée que la contribution à un forum ou un retour d'expérience ou un récit. Donc, c'est vraiment, une fois que vous avez idée, vous vous recentrez sur vous-même et vous vous dites, à partir de ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'il y a en fait dans mes travaux, dans mon passé professionnel, dans ce que je réalise actuellement, dans mes activités de bénévole dans l'évaluation, qu'est-ce qu'il y a que je pourrais partager avec la communauté qui ferait sens et qui pourrait constituer un apport pertinent pour tel ou tel sous-thème. Donc, comme le disait Benoît, il y a 6 sous-thèmes aujourd'hui pour le FIF 2019. Il y en a parfois plus pour certaines conférences, mais là, je pense que c'est circonscrit à des thématiques en fait, qui touchent beaucoup les pays de l'espace francophone de manière générale. Donc, il y a tout ce qui touche au concept de l'évaluation, leur impact sur l'uniformisation culturelle. Il y a tout ce qui touche à l'agenda 2030, bien sûr, qui est d'actualité. Quand on dit 5 ans après, on sait qu'aujourd'hui, les fonctions d'évaluation doivent se développer pour permettre à Horizon 2030 de vraiment évaluer si oui ou non on s'est approché de l'atteinte des objectifs affichés par l'agenda 2030. Donc, c'est un sujet d'actualité. Tout ce qui est évaluation de crise humanitaire ou de thématiques migratoires. Je sais que, par exemple, pour moi, en France, la thématique migratoire, c'est un angle mort de l'évaluation des politiques publiques. Les politiques de migration et d'accueil des migrants ne sont pas évaluées à proprement parler. Donc, par exemple, ça peut être une contribution qui peut être intéressante de soulever, je ne sais pas, des questions sur ce type, sur pourquoi justement c'est un angle mort. Des sujets, bien sûr, relatifs à l'évaluation de la coopération internationale qui vont probablement peut-être recouper le sous-thème 2 qui porte sur l'agenda 2030. Donc, parfois, vous pouvez aussi penser à un sujet et vous dire, mais en fait, quel est le sous-thème le plus indiqué parce qu'il pourrait rentrer dans l'un ou l'autre. Et c'est important de bien voir comment vous allez construire, sous quel angle vous allez construire votre présentation pour votre résumé, pour bien le faire entrer dans le cadre du sous-thème tel qu'il est défini dans la note proposée par le comité de programme. Ensuite, vous avez quelque chose sur l'institutionnalisation de l'évaluation dans l'espace francophone. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir des retours d'expérience nationaux. La semaine dernière, j'étais à Bordeaux pour la conférence Les Journées françaises de l'évaluation, la conférence de la Société française de l'évaluation, et nous avons accueilli un jeune évaluateur du Sénégal, Abdoulaye Fati, qui est aussi membre du RFE, qui nous a justement présenté des éléments, en fait, un bilan sur la dynamique d'institutionnalisation de l'évaluation au Sénégal. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir ce point de vue. Donc, je pense que sur ce thème-là, par exemple, on peut vraiment être sur des retours d'expérience strictement nationaux qui permettent de comparer, en fait, les dynamiques d'institutionnalisation, les degrés d'institutionnalisation entre nos différents pays dans l'espace francophone. Et enfin, un thème qui est peut-être plus facile pour les évaluateurs émergents, qui est le sous-thème « Les défis de la professionnalisation ». C'est souvent dans ce type de sous-thème qu'on retrouve les présentations des évaluateurs émergents, soit sous la forme de retour d'expérience par rapport, par exemple, aux défis rencontrés lorsqu'on débute dans la profession, ou aux défis rencontrés lorsqu'on se situe dans un certain contexte national, ou alors c'est aussi un sous-thème qui permet de faire des retours d'expérience sur vos contributions au sein de vos associations nationales d'évaluation en tant que jeune évaluateur émergent dans le cadre de travaux de jeunes évaluateurs émergents. Donc, c'est vrai que souvent, ce sous-thème-là sur la professionnalisation permet à des débutants de prendre la parole plus facilement dans le cadre de conférences en étant pertinent et intéressant. Néanmoins, je vous invite quand même à vous reporter à la note de cadrage du comité de programme pour bien vérifier que ce sous-thème-là est envisagé sous un angle qui permettrait à des jeunes évaluateurs émergents de contribuer pertinemment. Donc, une fois que vous avez réfléchi, que vous avez bien connaissance des sous-thèmes, que vous avez réfléchi et que vous avez pu vous dire peut-être que je pourrais proposer quelque chose sur tel sujet qui rentre bien, qui est bien aligné sur tel sous-thème, il faut ensuite réfléchir au format que vous allez proposer. Généralement, effectivement, comme le disait Benoît, en fait, les affiches posters, c'est un gain très rapide pour un évaluateur émergent. Je dirais qu'il y a moins de concurrence peut-être que sur les présentations orales
Et ça peut être assez facile puisque c'est une affiche, c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, j'ai trouvé que c'était très bien dit. Ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de temps dans le programme, ça prend uniquement de l'espace dans la salle qui va être dédiée à accrocher en fait ces affiches. Et du coup, ça peut vraiment être une bonne façon pour vous de démarrer justement, soumettre un résumé, assister à votre première conférence parce que vous aurez choisi une affiche. On est sur un format assez simple, même si ça peut demander du temps d'élaborer une bonne affiche, mais on est sur un format assez simple qui permet de manière très visuelle de restituer soit votre retour d'expérience, soit les résultats d'une étude que vous auriez menée ou d'une évaluation que vous auriez menée. Donc, je pense que c'est peut-être le format celui sur lequel on a le plus de chance quand on est évaluateur émergent. Ensuite, on a effectivement le format des présentations orales. Donc, dans le cadre du FIF, ça s'appelle forum et exposé ou récit. Là, on va être sur des présentations orales qui demandent d'être peut-être beaucoup mieux préparées qu'une affiche et souvent qui permettent de mettre en débat avec les participants de l'audience les concepts et les retours d'expérience présentés. Et enfin, le FIF propose aussi un format atelier. Si vous regardez, il y a 3 formulaires de soumission. Bon, l'atelier de perfectionnement professionnel en général, et c'est d'ailleurs le cas dans le formulaire de soumission, on vous demande si vous en avez déjà animé, si vous avez de l'expérience. Généralement, c'est un format qui ne correspond pas trop aux capacités d'un évaluateur émergent. Cela dit, peut-être que dans notre audience aujourd'hui, avec ce webinaire, on a des gens qui seraient capables de le faire, qui auraient quelque chose à proposer, donc ne vous censurez pas. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même souvent des évaluateurs plus chevronnés qui vont proposer ces ateliers de perfectionnement. C'est en fait des formations qui durent une demi-journée, une journée, sur une méthodologie, une thématique, une théorie, des théories de l'évaluation, etc. Donc moi, je vous invite vivement à considérer surtout le format affiche et le format forum et exposé. Une fois que vous vous êtes posé la question de savoir comment vous pourriez contribuer, il faut vous atteler à rédiger le texte qui va constituer votre résumé. Et pour ça, il faut mobiliser vraiment du temps et de l'énergie. C'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. C'est aussi quelque chose que je vous recommande de faire plusieurs fois. Commencer à réfléchir, à mettre vos idées sur papier, laisser un peu de côté un jour, par exemple, et y revenir ensuite avec un regard un peu plus frais pour reprendre, rédiger, oublier encore un peu et revenir. Ça renouvelle en fait votre regard sur votre texte et je pense que c'est important pour aboutir à un produit vraiment fini et bien ficelé. Du coup, il faut mobiliser du temps et de l'énergie pour produire un résumé qui présenterait un contenu qui soit à la fois concis, précis, qualitatif et attractif. Et du coup, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Donc, concis, ça veut dire que vous êtes dans un langage simple, pardon, un langage compréhensible, quelque chose qui évite le jargon, en fait, quelque chose de simple, de compréhensible, avec des phrases courtes. Ne partez pas sur des phrases trop longues, surtout que là, on a une limite de mots imposée qui est de 270 mots maximum dans le formulaire de soumission, ce qui est moitié moins que ce que j'avais vu pour les conférences de l'Association africaine et de la Société européenne d'évaluation. Donc, on est vraiment sur quelque chose de court. Je pense que ça a peut-être été volontaire. Ça fera sans doute aussi gagner beaucoup de temps aux personnes qui vont revoir les résumés pour les sélectionner. Donc, c'est aussi important de vous dire que parce que c'est court, il faut que vous soyez extrêmement concis et très direct, en fait. Vous allez droit au but. Ne perdez pas trop de temps à introduire votre propos, à expliciter certaines choses. Choisissez bien les mots pour faire passer des idées simples avec des phrases courtes et vraiment précises et très logiques entre elles. En fait, il faut vraiment qu'il y ait aussi une logique que les personnes qui vont relire vos résumés puissent le faire de manière assez facile. Il faut que vous accompagniez en fait, le lecteur dans la lecture avec des mots qui servent à articuler vos idées, etc. entre les paragraphes. Ensuite, précision. Quand je dis précision, ça veut dire qu'une fois que vous avez choisi votre sujet, vous devez réfléchir à des mots-clés en fait, relatifs à la fois à votre sujet et au sous-thème retenu, et peut-être aussi au thème général de la conférence, pour bien veiller à les inclure dans votre résumé. Quels sont les mots qu'il faut impérativement que votre résumé comprenne pour qu'il soit perçu comme étant pertinent et aligné sur la problématique qui va être abordée. Donc, important d'être précis de ce point de vue, important aussi d'être précis du point de vue des idées que vous faites passer au travers de ce résumé. Une problématique clairement identifiée, si c'est une étude, une méthode de recherche bien exposée, des principaux résultats bien affichés. Si vous avez des recommandations à faire passer aussi, vous formulez bien comme il faut.
Voilà, être vraiment précis et ne pas perdre de temps sur du gras, vraiment apporter du muscle. Vous avez très peu d'espace, donc centrez votre utilisation de cet espace sur uniquement des informations pertinentes qui permettent vraiment de saisir pourquoi votre contribution serait intéressante, à quelle question du sous-thème elle pourrait répondre et pourquoi elle enrichira en fait aussi les participants qui seront présents et les débats qui seront soulevés. Ensuite, il faut aussi que votre texte soit qualitatif. Donc la qualité, ça veut surtout dire que vous vous attachez à démontrer l'apport potentiel de votre contribution au débat et l'intérêt qu'elle peut présenter pour les participants. Donc c'est vraiment ça, la qualité, c'est est-ce que ça va répondre ou pas à notre besoin et est-ce que c'est utile d'afficher ça dans notre programme en fait. Et enfin, l'attractivité, c'est aussi important d'être original, de montrer peut-être un caractère innovant, soit dans l'approche de l'étude que vous avez menée, soit dans peut-être l'approche en termes de présentation. Peut-être que vous pouvez trouver une façon innovante de présenter les choses. Peut-être avoir une présentation moins descendante, quelque chose de plus interactif avec la salle, quelque chose qui mobiliserait les participants sur une réflexion. Si vous voulez mener par exemple une thématique, vous pourriez présenter quelque chose en 5 minutes, puis demander une participation, une réflexion des participants en 5-10 minutes. Ensuite, vous auriez 5 minutes pour synthétiser un peu les aspects, construire un sens en fait pour répondre à des questions d'un débat que vous poseriez. Donc l'attractivité, c'est aussi important. Il va y avoir beaucoup de soumissions. Généralement, les conférences attirent énormément de soumissions de résumés. Comment est-ce que vous pouvez être attractif en étant original, en étant innovant et aussi en essayant d'apporter des idées nouvelles ou des façons de contribuer nouvelles en fait au débat. Et enfin, une fois que vous avez rédigé votre résumé, je vous invite à effectuer une vérification systématique sur des points clés. J'ai fait une petite liste qui reprend en fait beaucoup de choses que j'ai exposées et aussi des éléments que Benoît a exposés, mais je pense que vous pouvez parfaitement la compléter par vous-même ensuite. Donc, une fois que vous avez écrit votre résumé, vous vous demandez est-ce qu'il correspond bien au débat attendu dans le cadre du sous-thème que vous avez choisi? Est-ce que vous avez pris du temps, vraiment du temps, pour préparer cette soumission avec sérieux et professionnalisme? Quand on lit un résumé de 270 mots, on voit assez rapidement, on peut voir transparaître assez rapidement le professionnalisme du soumissionnaire, mais aussi son enthousiasme en fait pour le sujet proposé. Donc c'est important de vraiment prendre le temps de proposer quelque chose qui donne envie de vous écouter en fait, et qui démontre aussi peut-être un peu de votre passion pour le sujet et votre passion pour le partage avec des participants. Est-ce que votre texte est clairement structuré? Est-ce qu'il est limpide? Est-ce qu'il est bien organisé? Est-ce qu'on voit bien l'articulation logique entre les idées que vous exposez? Est-ce que vous avez un titre qui ne comporte pas plus de 12 mots, qui est attractif, original, qui sonne bien et qui comporte éventuellement des verbes actifs? Ça le rend probablement plus attractif, justement. Je vous recommande vraiment de ne pas dépasser 10 à 12 mots pour un titre. Ensuite, est-ce que vous avez bien respecté la limite de mots imposée? Donc, dans le cas du FIF, c'est 270 mots. Si vous pouvez faire un peu moins, ça peut être bien aussi, mais vraiment à ne pas dépasser. Donc, vous forcez à vraiment trier dans vos idées pour ne garder que la substance même de ce qui permet de montrer l'intérêt de votre contribution. Est-ce que l'orthographe, est-ce que la grammaire, est-ce que la syntaxe de votre résumé sont irréprochables? C'est vraiment important. Les relecteurs en fait, du comité de programme, ça sera d'autant plus important qu'ils vont lire beaucoup de résumés à la chaîne pour sélectionner. Et parfois, ça peut être assez agaçant en fait, de voir un texte qui comporte des erreurs. Ça signifie souvent en fait, que vous l'avez fait rapidement, que vous n'avez pas pris le temps de vous relire. Et donc, ça peut être interprété comme un manque de sérieux ou de professionnalisme. Donc, c'est vraiment important de relire, voire de faire relire à quelqu'un autour de vous pour bien vérifier que votre texte, il est propre. Ensuite, est-ce que vous vous êtes aussi relu à voix haute pour tester la fluidité de votre texte? C'est une bonne façon de vérifier que ce que vous avez écrit est compréhensible et qui va être intéressant. Vous relisez à voix très haute ce que vous avez écrit et si vous butez sur des phrases, ça veut dire qu'il faut peut-être les écourter ou faire d'une phrase 2-3 autres phrases, voilà, les couper, enfin, réarticuler en fait votre texte, mais en tout cas, il faut que ce soit limpide lorsque c'est lu à voix haute. Et enfin, est-ce que vous avez la possibilité de vous faire relire par un évaluateur expérimenté? Ça peut être bien de vous faire relire par quelqu'un qui a déjà soumis un résumé ou qui a déjà relu des résumés dans le cadre d'un comité de sélection, un comité de programme pour une conférence et qui peut plus ou moins vous dire si
vous êtes sur la bonne voie, si c'est bien clair et précis et bien articulé, si c'est compréhensible, si votre approche est originale, si elle sont pouvoir attirer des participants, si elle est un gage en fait pour le comité de programme, que vous allez attirer des participants et apporter quelque chose au débat. Voilà. Du coup, avant peut-être de terminer, juste vous dire, une chose importante, c'est que pour écrire de bons résumés, il faut lire de bons résumés. En fait. Il faut prendre l'habitude d'en lire régulièrement. Donc moi, je vous renvoie vers 2 grands programmes. Le programme des Journées françaises de l'évaluation qui ont eu lieu la semaine dernière et qui était organisé par la SFE en France, et le programme du congrès annuel de la Société canadienne d'évaluation qui s'est tenu en mai dernier à Halifax, à l'est du Canada, où vous trouverez aussi des résumés en fait. Ça vous permet surtout de voir comment on structure ce type de texte, comment on amène en fait la problématique, comment on amène les grandes questions qu'on soulève, et plus vous en lirez, et plus vous serez acclimaté à la manière dont il faut procéder. Et donc voilà, et donc, du coup je vous invite aussi à faire des recherches sur Internet pour trouver d'autres programmes dans lesquels vous aurez sans doute aussi d'autres exemples intéressants à utiliser. Voilà pour moi. Merci beaucoup Kenza pour cette présentation très, très intéressante. Je pense que c'est important et utile aussi pour tout le monde d'avoir ces 4 étapes. C'est un schéma que chacun peut reproduire. Il y a quelques questions qui ont été posées ou plutôt des remarques sur comment avoir accès à des exemples de bons résumés. Donc, je pense que ça, c'est une question à laquelle tu as déjà répondu aussi en nous donnant des idées et des pistes pour avoir accès à des résumés qui ont été acceptés. Donc, merci pour ça. Et je précise aussi à l'oral pour tous les participants, si vous ne l'avez pas encore vu, que les formulaires de soumission sont calibrés de telle manière à ce qu'on ne peut pas envoyer de soumission qui excède le nombre de mots prévus dans l'appel à soumission. Donc, si la proposition dépasse le nombre de mots, le formulaire l'indique et il est impossible d'envoyer le formulaire. Donc ça, c'est peut-être une précision aussi. Il y a quelques remarques qui ont été aussi faites par rapport à l'accès aux slides, aux documents qui ont été préparés. On les mettra sur le site internet, donc vous pourrez avoir accès aux liens qui ont été partagés par Kenza pour les résumés. Et moi, j'ai peut-être une question aussi à toi, Kenza. Si tu devais refaire un des résumés que tu as soumis, quel serait l'aspect principal que tu modifies? Qu'est-ce que tu as appris de tes expériences passées que tu referais différemment? Je pense que j'irais peut-être sur des formats plus courts, justement. C'est pour ça que j'ai été assez intéressée de voir que le FIF proposait un format sous 270 mots, alors que moi, j'avais plutôt été habituée à quelque chose qui tournait autour de 400-500 mots. Je pense que je ferai quelque chose de plus court parce que ça permet d'aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel. Et souvent, en fait, quand on débute, on se dit il faut 500 mots, il faut que je les remplisse pour garantir en fait que ce sera intéressant. Et en fait, c'est pas forcément vrai. L'essentiel, en fait, c'est vraiment que vous ayez les bonnes idées et qu'elles soient présentées de la bonne manière. Donc, je pense que c'est la première chose que je changerais. J'irais sur quelque chose de plus court. Je ne chercherai pas forcément à remplir l'espace qui est réservé en 400-500 mots. Et peut-être aussi que je m'attacherai davantage à la structure en fait du texte, à vraiment mieux articuler les idées et à les amener de manière vraiment plus logique. Je pense que c'est ce qui prend le plus de temps quand on démarre. C'est vraiment d'apprendre à faire des solutions qui soient très, très, très bien articulées et très logiques, en fait. Je pense que ça vient vraiment en lisant les résumés d'évaluateurs expérimentés. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de parcourir les programmes aussi souvent que vous le pouvez de lire. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Kenza, pour ton intervention. Je vois qu'elle a été vraiment très appréciée par nos participants. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on peut passer maintenant du coup au troisième intervenant de notre webinaire, troisième et dernier intervenant, Saturnin Zoetiande, qui est économiste statisticien de formation avec une spécialisation en méthode quantitative et économétrique pour la recherche en santé. Saturnin est chargé de suivi et évaluation santé à l'association burkinabé pour le bien-être familial et il a également travaillé au sein de l'ONG Terre des Hommes au Burkina Faso.
Il a conduit et participé à plusieurs travaux de recherche et d'évaluation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes et de la migration notamment. Et il a été membre du comité de coordination du RFEE jusqu'en 2018, de 2016 à 2018. Et il est actuellement co-animateur du groupe thématique des évaluateurs émergents du Rébuse. Donc voilà, aussi un évaluateur émergent qui s'engage pour les jeunes évaluateurs, qui a une expérience des conférences et de soumission de résumés. Donc Saturnin, je te laisse la parole et puis je vais, comme convenu, partager l'écran de ta présentation. Ok, bonjour Marion, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de prendre part à ce webinaire que le réseau francophone des évaluateurs émergents organise, un peu pour partager ma petite expérience, en tout cas pour ce qui concerne la soumission des résumés, pour prendre part, que ce soit à des conférences ou à des colloques en lien sur la thématique de l'évaluation. Donc, la présentation ainsi faite, peut-être on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les deux intervenants, en tout cas, ont déjà débattu, en tout cas, sur un certain nombre de questions que peut-être j'avais déjà soulevées. Donc, peut-être je veux approcher ça autrement pour ne pas, en tout cas, me répéter. D'entrée de jeu, il faut dire que quand on est évaluateur émergent et qu'on veut prendre part à des conférences ou à des colloques, déjà même le titre, même, ça peut te faire peur. Ah, mais le titre, il est plus gros, plus compliqué. Qu'est-ce que je peux proposer? J'ai pas assez d'expérience, j'ai pas de l'expertise. Ouais, c'est vrai, ça. En tout cas, ça fait peur. Mais il faut avoir le courage, il faut oser et puis l'audace d'y aller. Donc, en termes de retour d'expérience, il faut dire que ma première fois de prendre part à une conférence, en tout cas, c'était en 2017 et c'était vraiment la conférence de l'AFREA, l'Association africaine d'évaluation. Donc à Kampala, en Ouganda. Et comme les autres ont dit, en tout cas pour pouvoir soumissionner déjà, il faut prendre le temps nécessaire d'aller à la recherche de l'information. Il faut lire, bien sûr, quel est l'objectif général, quels sont les objectifs spécifiques, quels sont les sous-thèmes, quel est le format prédéfini. Et en fonction de ça, qu'est-ce que, en termes d'introspection, qu'est-ce que je peux proposer qui peut répondre à un ou deux des articles de façon spécifique. Donc, quand je prends l'exemple de 2017, où c'était ma première fois, j'avais proposé en tout cas 2 résumés soumis qui ont été validés. Et quand vous regardez, tous les 2 résumés que j'ai soumis, c'est parti sur la base, en tout cas, de mes activités associatives que j'ai eu à conduire au sein du réseau burkinabé et du suivi évaluation. Donc, pour dire que les activités ou les résumés qu'on peut proposer, ce n'est pas forcément à titre académique ou des mandats d'évaluation auxquels on n'a plus part. Donc, ça, il faut aller vraiment à la recherche d'informations et faire le retour de partage d'expérience qui est vraiment important. Voilà, parce que, quoi qu'on dise, les acteurs ou les pays n'ont pas la même façon de voir les choses et en tout cas, c'est des retours d'expérience qui sont quand même pertinents et capitaux qu'il faut partager. Donc, quand vous regardez les 2 communications, c'était vraiment sur des activités que j'ai eu à conduire en tant que en tout cas leader des évaluateurs émergents au sein du RUBU. Donc, l'engagement volontaire au sein des associations nationales est vraiment important pour se donner de la matière dans la production. Parce que la question qui vient, qu'est-ce que j'ai comme matière pour pouvoir écrire? Voilà. Donc, non seulement au-delà de la production scientifique aussi, il y a les activités qu'on mène quotidiennement sur le terrain où on peut faire en tout cas le bilan capitalisé et puis partager l'expérience. Donc, c'est des opportunités aussi d'écriture, en tout cas pour les évaluateurs émergents qui s'engagent réellement au niveau des activités associatives. Le tout récent, c'est bien sûr à Abidjan, où également aussi j'ai pris part en soumettant 4 articles. Et les 4 articles que je soumis, il y a 3 qui ont été validés, mais un qui n'a pas été validé. Donc, il faut se dire aussi, quand on est évaluateur émergent, il ne faut pas avoir la peur d'échouer, en fait. Donc, ce n'est pas un problème pour un début proposé. Proposez toujours et vous attendez le retour. Donc, ça, c'est un peu des retours d'expérience. Donc, quand vous regardez également aussi, là-bas, il y a 2, en tout cas, propositions qui se dégagent. Un sur encore des partages d'expérience sur la pratique évaluative des évaluateurs émergents au Burkina Faso. Comment
Au Burkina, on s'est organisé et on a permis, bien sûr, à des évaluateurs émergents de prendre part à des mandats, en tout cas de quitter un peu sur la sphère émergente pour évoluer un temps soit peu vers l'aspect chevronné, bien qu'on doit faire encore un certain nombre d'années pour pouvoir avoir en tout cas ce papillon-là collé à notre instinct. Donc, deuxièmement aussi, quand vous regardez, c'est sur la base maintenant de mes expériences professionnelles. Voilà, mes activités que j'ai menées quotidiennement dans le cadre de mon service ou des mandats d'évaluation auxquels j'ai pris part. Bien sûr, et aussi, ça nous constitue de la ressource, en tout cas, pour pouvoir proposer des résumés pertinents qui nous permettent également aussi d'être sélectionnés pour prendre part, en tout cas, à ces conférences. Donc, il y avait une évaluation d'impact qu'on a fait, et ça, c'était sur la base d'une expérience professionnelle, parce que ce qu'il faut retenir, au-delà de l'expérience associative, au-delà de l'expérience professionnelle, il y a que nous pouvons décider d'une initiative personnelle sur une des thématiques qui nous intéressent et on essaie de conduire, c'est-à-dire on fait de l'empirisme en fait, mais bien sûr sur les questions d'évaluation. Donc ça aussi, ça peut être encore une source de production qui peut nous permettre en tout cas de produire quelque chose et proposer quelque chose de potable pour prendre part en tout cas à ces conférences-là. Donc, je vous disais tantôt, hein, tous les résumés que j'avais proposés, ce n'est pas tout qui ont été validés, mais bon, on ne se décourage pas. On reste toujours, on cherche à comprendre pourquoi tel article n'a pas pu passer. Est-ce qu'on a mal introduit le problème, on a mal approché le problème? Est-ce que les différents articles, est-ce qu'on a bien situé le contexte? Est-ce que la méthodologie était bien vraiment structurée? Est-ce que dans l'écriture de notre résumé, on a partagé les résultats, que ce soit préliminaire ou définitif? En écrivant les résumés, en tout cas de par mon expérience, on n'a pas cette obligation déjà de partager les résultats définitifs si on ne les a pas. Même si on a des résultats préliminaires, on peut déjà les partager. Mais le plus important, c'est comment faire le rendu pour que ça soit captivant, pour qu'on puisse vous comprendre quand on vous lit, pour qu'on puisse peut-être et l'évaluateur, ceux qui vont charger d'évaluer vos résumés, puissent vous écrire: ah, monsieur, s'il vous plaît, on a revu votre résumé, c'est bien, mais on a besoin de telle information pour compléter si vous les avez. En ce moment, si vous avez encore de nouvelles informations, vous pouvez encore mieux, en tout cas, narrer votre résumé pour pouvoir faire, en tout cas, le feedback au groupe d'évaluateurs. Donc, le tout dernier, ça c'était à Abidjan également aussi, où ça c'était sur la base d'une évaluation également, évaluation d'une intervention sur le terrain qu'on a mené. Par exemple, quand vous prenez ça c'était au sommet francophone pour le changement de comportement social. Là-bas également aussi, les questions d'évaluation encore sont intéressantes et peuvent intervenir. J'ai une base de données, on a fait une enquête évaluative, on a une base de données, c'est pas exploité, les données sont là, mais qu'est-ce que je fais de la mise en valeur des données? Donc également aussi, c'est des opportunités pour pouvoir proposer, en tout cas, des articles et bien les structurer. Donc ça, c'est quelques retours d'expérience de façon, en tout cas, ramasser les plus récents en lien avec la thématique d'évaluation que je voulais, en tout cas, partager avec vous. Mais le deuxième point, quand je fais un bilan de tout ça, quel est le comportement que je dois adopter? Comment je dois réagir? Comment je dois réfléchir? Comment je dois me structurer? Le premier point, il faut que la décision d'écrire le résumé vienne de vous. Mais que pas, ce soit quelqu'un qui vous dit: ah, mais il y a une conférence qui est là, est-ce que tu ne vas pas proposer un résumé? Non, il faut que vous-même vous preniez cette décision de pouvoir proposer un résumé. Mais une fois que vous prenez la décision, il faut être persévérant. Parce que les autres intervenants l'ont tantôt dit, il faut aller à l'information. Donc, aller à l'information, ça suppose de passer 1 heure ou 2 heures de façon concentrée sur le site du RFE pour comprendre c'est quoi le contexte, quelles sont les différentes thématiques qui ont été définies, quels sont les sous-thèmes et sur quels sous-thèmes je peux interagir et sur quel aspect de format je peux présenter mon résumé. Et ça, peut-être qu'on ne va pas le faire en une journée de lecture, on peut lire aujourd'hui, demain on peut revenir, lire, prendre des notes, réfléchir et fouiller. Donc, il faut être persévérant. Donc, il faut être vraiment courageux pour aller le faire. Le deuxième point qui est peut-être important aussi qu'il faut soulever, en tant qu'émergent, si on a peur d'aller seul, c'est toujours mieux d'aller en équipe. Je peux décider en termes d'écrire un résumé, mais bon, je vais chercher un de mes collègues émergents qui s'intéresse à la thématique, qui a de l'expertise aussi à revendre. Et nous allons à deux pour écrire le résumé.
soit en émergent, soit je m'associe à un évaluateur senior pour pouvoir écrire mon résumé. Donc, c'est vraiment important. Et ça, pour le faire, en tout cas, l'entrée en matière, il faut vraiment intégrer les associations nationales d'évaluation parce que c'est la porte d'entrée où vous aurez la chance de croiser des évaluateurs seniors, des évaluateurs expérimentés qui sont rompus sur des thématiques bien définies, qui peuvent vous ouvrir en tout cas les carnets d'adresse pour pouvoir mieux vous exprimer en matière d'écriture. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi d'inviter tous ceux qui sont en ligne, mais qui ne se sont pas encore inscrits ou adhérés aux associations nationales, de le faire, parce que quoi qu'on dise, vous gagnez toujours. Voilà. Même si ce n'est pas le bénévolat, vous allez gagner toujours. Donc, c'est aussi un processus d'apprentissage, de donner et de recevoir entre évaluateur émergent ou entre un émergent et un senior. Le troisième point, vraiment, il faut prévoir du temps nécessaire pour la rédaction. Ne commencez pas à une semaine de la date de soumission, n'attendez pas la veille ou à 2 jours, et puis, ah oui, mais monsieur, thématique là, ça m'intéresse, ok, donc la nuit seulement, je prends une nuit là, et puis je me concentre, c'est pas beaucoup de textes là, on dit 100 combien de mots là, non, ça, je fais ça. Non, c'est pas, je peux dire, c'est pas professionnel, c'est pas technique, c'est pas réfléchi, c'est pas bien conçu en fait. Donc, il faut vraiment prévoir du temps nécessaire pour pouvoir rédiger votre résumé. Parce que, pourquoi je dis, il y a le temps pour vous-même d'aller à la recherche de l'information, ça c'est un. Il y a le temps pour vous pour rédiger. Et troisièmement, il y a le temps pour vous faire lire. Voilà. C'est toujours bien avant de soumettre votre résumé, de se faire lire. Et Kenza l'a dit, et également aussi le premier intervenant l'a dit, c'est toujours important. Et se faire lire, on peut se faire lire par un chevronné, on peut se faire lire par quelqu'un même qui n'a rien à voir avec les questions d'évaluation. Donnez-lui le texte, il va vous lire et ce qu'il pense là, il va faire ses observations. Et là, ça va vous donner un peu de temps de recul pour voir est-ce que tel aspect, je l'ai bien abordé. Pour les questions de grammaire, d'orthographe, peut-être celui qui n'a rien à voir avec les questions d'évaluation, peut-être il peut lire comme ça, mais en corrigeant les fautes. Pour celui qui a de l'expérience dans le matière d'évaluation, ils vont vous dire, attention, telle question, il faut l'aborder comme ça. Telle phrase, il faut le reformuler. Il faut faire sortir ces aspects par rapport à la thématique que tu es en train de... En tout cas, c'est vraiment un point important. Il faut se faire lire avant de soumissionner votre résumé. En tout cas, si vous voulez plus vous donner la chance que votre résumé soit validé à la fin et que vous ayez la possibilité d'avoir un bout pour vous présenter à Ouagadougou, voilà, pour pouvoir présenter, partager votre expérience aussi. L'avant-dernier point, il faut avoir un esprit d'ouverture. Pourquoi l'esprit d'ouverture? Parce que si vous vous faites lire, si vous travaillez en équipe de 2 personnes, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des remarques, il y aura toujours des critiques. Mais ce n'est pas un mal en soi, il faut prendre le temps de bien analyser, de voir comment l'intervention ou les apports que le partenaire me fait, mon père me fait, comment je peux mieux utiliser ça pour adapter ma production là. Donc, c'est vraiment important parce que quand on est encore émergent, on est toujours sur le processus d'apprentissage. Donc, quelqu'un qui apprend, il ne doit pas être réfractaire aux critiques, il ne doit pas être réfractaire en tout cas aux observations parce que c'est des choses qui vont l'amener à mieux se capaciter et avoir des repères en matière d'écriture. Et en somme, ça c'est un concept que je suis en train de développer, il faut être un évaluateur émergent 2.0. C'est quoi un évaluateur émergent 2.0? Les autres l'ont déjà dit, hein, c'est celui-là qui part à la recherche d'informations. De nos jours, il ne faut pas attendre que chaque fois on vous envoie un mail pour vous dire il y a telle conférence, vous devez vous... Non, vous aussi vous devez aller à la recherche d'informations. Vous devez vous préparer. N'attendez pas qu'on vous surprenne. Voilà. Au-delà de la conférence, bien sûr, du FIF qui va se tenir dans peu de temps, il y a d'autres conférences où vous pouvez prendre part en proposant des articles. Donc, il ne faut pas vraiment hésiter. Et un des points les plus importants, et 15 ans l'a rappelé, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Ça, c'est très, très capital. Voilà. C'est ma première fois d'écrire un résumé, mais je pars sur le site du RFE, je vais voir les anciennes conférences là. Est-ce que déjà, il n'y a pas des anciens résumés auxquels je peux lire pour voir comment les gens approchent, en tout cas, la thématique. Et en fonction de la lecture, vous devez pouvoir dégager 2 choses. Est-ce que le résumé que le monsieur a proposé là, c'est le résumé d'un article du point de vue scientifique ou bien c'est un résumé sur le point de vue intervention d'un programme ou bien retour d'expérience? Parce que la manière dont on
on aborde ou on écrit nos résumés, ça dépend des axes, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Si on est dans une optique d'une rédaction, de l'empirisme, de la rédaction scientifique, la manière d'écrire le résumé aussi va différer en fonction si c'est un partage ou retour d'expérience. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir ça, ces deux éléments en esprit, voilà, pour pouvoir mieux, en tout cas, rendre votre texte. Et le dernier point, c'est la mise à jour continue. Donc, en tout ça, il faut se mettre en jour continu, il faut aller à la recherche d'informations, il faut questionner, il faut chercher, il faut bouger, il faut être dynamique, il faut intégrer les réseaux, il faut faire le bénévolat. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se performe. Donc, ceci dit, je pense que je vais m'arrêter là pour permettre aux gens de poser les questions pour que ce soit beaucoup plus interactif. Marion, je vous remercie. Merci, merci à toi, Saturnin, pour ce partage d'expérience. Je pense que c'est aussi une expérience intéressante et importante de l'avoir partagée aux autres. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou via le petit icône de questions et réponses. Peut-être pour commencer, j'ai une question pour toi, Saturnin. Tu as évoqué qu'il y avait un de tes résumés qui n'avait pas été accepté pour la FREA. Comment et tu as dit aussi après qu'il faut ne pas se décourager et analyser un peu les erreurs ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Quelle est ton analyse de ce résumé? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'a pas été accepté ou qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Par rapport à, merci pour la question, pour être encore beaucoup plus précis pour le résumé qui n'a pas été validé. En fait, déjà, j'étais en équipe. Dans l'écriture, j'étais en équipe. Et quand on est en équipe, j'étais pas peut-être, comment on appelle ça, vous savez, quand on écrit à deux, il y a celui qui porte d'abord le dossier et il y a celui qui vient en appui. Voilà. Donc, moi, je venais en appui parce que c'était un collègue évaluateur émergent que j'accompagnais aussi. D'abord, il n'y avait pas assez d'informations sur le contexte et il manquait de résultats. Maintenant, il manquait vraiment de résultats. Et pour cela, on a quand même essayé de proposer quelque chose en concentrant notre résumé peut-être sur deux points essentiels. D'abord, le contexte de l'intervention et comment la stratégie a été implémentée. Donc, ce qui a manqué beaucoup, c'était vraiment les résultats auxquels on est parvenu, parce que c'est une intervention qu'on a testée, qu'on a évaluée. Donc, au moment où on écrivait, on venait toujours de finir la collecte de données, on était en train de faire la saisie, donc il n'y avait pas d'information. Donc, on pensait qu'autant qu'on ferme la clôture des résumés, on aurait eu assez de temps, en tout cas pour pouvoir, ne serait-ce que les résultats préliminaires, pour pouvoir partager. Et c'est ce qui a manqué. Et je pense beaucoup vraiment que c'est peut-être ça qui a joué en notre défaveur. Voilà. Donc, on tire l'expérience. C'est pour ça que je dis deux fois, il faut en tout cas s'y prendre tôt. N'attendez pas à la dernière minute, 2 jours avant, pour me dire que je veux prendre du thé et puis veiller toute la nuit pour faire quelque chose de potentiel. Ça va risquer d'être un peu compliqué. Si ça passe, c'est par change. Voilà. Donc, c'est pas un travail construit comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Saturnin? Je crois que c'est pas le cas. La présentation était vraiment très, très intéressante. Donc, je vais reprendre la parole pour clôturer ce webinaire. Merci déjà à toutes et à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. C'était un webinaire très intéressant. J'ai trouvé de mon côté des partages d'expériences qui sont vraiment utiles et qui, j'espère, pourront vous encourager à soumettre des résumés pour le FIF. Donc, je vous rappelle que le FIF aura lieu en novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous trouverez toutes les informations relatives au FIF sur le site internet du RFE, www.rfevaluation.org. Et vous pourrez aussi, via ce site internet, soumettre vos résumés. Moi, ce que je retiens de ce webinaire, et j'espère que c'est les messages que vous retenez aussi, c'est l'importance de se renseigner sur la conférence pour laquelle on veut soumettre un résumé, de prendre du temps pour comprendre le contexte, pour comprendre les enjeux aussi de cette conférence et les thématiques qui souhaitent être abordées
par les organisateurs pour pouvoir vraiment ancrer votre présentation, votre soumission de résumé dans la thématique qui est proposée pour la conférence, de sorte à être vraiment au cœur des enjeux de la conférence. Et je crois aussi un message qui a été donné, c'est qu'en tant que jeunes évaluateurs, il ne faut pas avoir peur d'oser. C'est encore là sous nos yeux, oser être persévérant. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur de l'échec, comme on l'a dit aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est le propre de tout bon évaluateur aussi, je crois, d'accepter les échecs et justement de s'auto-évaluer peut-être pour faire mieux la prochaine fois. Et c'était des conseils très concrets que j'ai retenus aussi de faire relire peut-être les résumés, d'écrire à la troisième personne, de faire vraiment attention à la structure logique de nos résumés. Donc voilà, merci en tout cas vraiment à toutes les intervenantes et à tous les intervenants, et merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Vous trouvez aussi des informations sur les différentes associations nationales d'évaluation qui sont membres du RFE sur le site www.rfevaluation.org/RFE. Nous mettrons en ligne sur le site internet les présentations des intervenants ainsi que peut-être les liens qui ont été partagés aussi pour avoir des exemples de résumés. Donc voilà, merci vraiment à toutes et à tous. Merci à Jean-Marie, l'oncle du RFE, de nous avoir soutenus pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Ibrahima et à Mustapha, les deux co-responsables, pour l'organisation, même si malheureusement ils n'ont pas pu prendre part à l'animation aujourd'hui. Et encore une fois, merci à Benoît Gauthier qui nous a déjà quittés. Merci à Kenza Benani et à Siatou Etiende pour la qualité de leurs interventions. Et puis, j'espère vous voir très nombreux, du coup, à Ouagadougou pour la conférence du Forum international francophone de l'évaluation. Merci et bonne fin de journée à tout le monde.